continuer tout à fait dans la même perspective, même on va se recouper évidemment sur beaucoup de points. Donc c'était effectivement notre point de départ, c'est cette question, comme vous l'avez vu, c'est cette question du statut particulier qui a été donné à la valeur économique dans la série traditionnelle des valeurs sociales. Donc comment se fait-il, au fond, maintenant le sens commun spontané fait qu'on dissocie en effet le terme de valeur économique, on ne l'associe plus avec les notions de valeur morale, valeur religieuse, valeur esthétique. Il a pris un sens particulier et même quelquefois on a du mal à reconnaître le terme de valeur, on se demande bien pourquoi le terme de valeur ici est en cause, parce qu'il semble référer à une notion de valoir tout à fait différente de celle qui est investie dans les notions de valeur sociale. Et qu'au fond on peut dire assez sérieusement que toute la constitution de l'économie en tant que discipline autonome est entièrement fondée sur cet acte-là, sur la théorie de la valeur. C'est comme ça qu'historiquement la théorie économique s'est fondée à partir d'Adam Smith et de Ricardo et des classiques, c'est en mettant en avant l'idée de valeur et en lui donnant une forme substantielle, puisque à leurs yeux elle était liée à la dimension du travail à travers un certain nombre de choses plus ou moins complexes, mais essentiellement, on pouvait déterminer la valeur des choses objectivement, en dehors, en quelque sorte, de la relation de l'acteur aux choses. C'était les choses elles-mêmes, à travers les liens que tissaient entre les producteurs, la division sociale du travail, qui faisait que les marchandises avaient une valeur. Et donc cette valeur, comme il a déjà été dit, s'impose. La notion de valeur économique, c'est ça qui est étrange, elle s'impose comme étant d'abord une substance, en l'occurrence liée à la dimension du travail, dans les travaux des classiques. La théorie économique a varié. Au départ, il y a une conception qui lie la valeur au travail, chez les premiers économistes du style Smith et autres, et puis ensuite, aujourd'hui, la notion de valeur est liée à la question de l'utilité des biens. Mais fondamentalement, dans les deux cas, c'est le même geste. C'est quelque chose qui l'objective, qui le détermine, qui met en avant la relation aux choses par rapport à la relation aux individus. Et le but de mon exposé, c'est de montrer comment cette notion, au fond, ne convient pas du tout lorsque on s'intéresse à l'économie financière. Comment cette idée d'objectivité de la valeur rentre particulièrement en crise dans ce cas-là. En fait, on n'a pas le temps de le montrer, mais en fait, c'est vrai même de la valeur des marchandises. Mais on va laisser ça de côté et ce sera un peu plus compliqué à montrer comment, dans la question de la valeur des marchandises aussi, se joue autre chose que cette objectivité, cette substance. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose qui se joue? C'est ce moment des croyances collectives. C'est pour ça, c'est ce rôle des croyances et des représentations collectives qui sont, à notre sens, les fondateurs de la notion de valeur, y compris pour la valeur économique. Et donc tout le programme qu'on essaye de développer, c'est un programme qui, en quelque sorte, veut réconcilier l'ensemble des sciences sociales, plus exactement veut faire cesser de donner à l'économie ce statut très particulier qui est là et totalement autonome par rapport à l'ensemble des sciences sociales, en montrant qu'en fait, toutes ces sciences sociales ne parlent que d'une même chose qui est la valeur et qu'elles en ont en fait la même définition, sans le savoir, évidemment. Et donc tout le travail, c'est autour de cette question de la valeur économique qui, elle, paraît comme étant tout à fait extérieure à la notion de valeur sociale. Et en effet, il y a quelqu'un qui a bien compris ça, c'est Émile Durkheim. Et Émile Durkheim était tout à fait conscient dans le texte que je vais à nouveau citer, que je vais citer textuellement. Heureusement que Fred ne l'a pas fait, parce que là, ça serait recoupé trop, mais que je vais citer, parce que dans ce texte, précisément, il comprend ça. Il comprend que le nœud du problème de la relation entre l'économie et les sciences sociales est dans cette différenciation qui a été absolutisée entre, d'un côté, l'objectivité et d'autre part, le monde de l'opinion. Et que c'est en ayant travaillé sur cette disjonction entre, d'un côté, des choses objectives et d'un autre côté, le monde de l'opinion, que l'économie a pu prétendre être différente, être totalement séparée des sciences sociales. Et tout le travail de Durkheim dans sa sociologie, il ne faut pas l'oublier, c'est une conception unitaire de la science sociale, et y compris de l'économie. Donc la sociologie devait avoir et a eu son chantier économique qui était, à ses yeux, la sociologie économique, d'ailleurs illustrée par
des brillants penseurs comme Simian. Donc lui, son but, c'était de rapprocher ces deux choses. Et évidemment, nous nous reconnaissons totalement dans cette vision qui, précisément, essaye de ramener aux mêmes processus sociaux la notion de valeur pour créer une vision des sciences sociales unitaires. Et donc, c'est vrai que ce texte de 1908 est vraiment tout à fait emblématique et programmatique. Et le cadre, c'est la Société d'économie politique. Et donc c'est un parterre d'économistes, et Durkheim parle devant ce parterre d'économistes et doit répondre à la question de quelle est la particularité de l'économie, quel est le lien entre l'économie et les sciences sociales. Et donc il va répondre ceci. Ce qui fait la difficulté de la question posée, dit Durkheim, c'est que les faits dont traite l'économie politique et ceux qui font l'objet des autres sciences sociales semblent, au premier abord, de nature très différente. La morale et le droit, qui sont la matière des sciences sociales déterminées, sont essentiellement des choses d'opinion. Le droit et la morale n'existent que dans les idées des hommes, ce sont des idéaux. Ou encore, ainsi toutes les sciences qui correspondent à ces divers ordres de faits, sciences des mœurs, du droit, des religions, des arts, traitent d'idées. Au contraire, les richesses, objets de l'économie politique, sont des choses, en apparence essentiellement objective, indépendante, semble-t-il, de l'opinion. Donc voilà son point de départ. Il y a cette opposition, et qui est tout à fait réelle quand on regarde les choses, entre ce monde de l'économie qui est le monde de l'objectivité et les sciences sociales qui seraient le monde de l'opinion. L'orateur, c'est-à-dire lui-même, croit pourtant que les faits économiques peuvent être considérés sous un autre aspect. Eux aussi sont dans une mesure qu'ils ne cherchent pas à déterminer, affaire d'opinion. Il va citer un certain nombre d'exemples que je cite avec lui. La valeur des choses, en effet, dépend non pas seulement de leurs propriétés objectives, mais aussi de l'opinion qu'on s'en fait. Et sans doute cette opinion est en partie déterminée par ses propriétés objectives, mais elle est aussi soumise à bien d'autres influences. Que l'opinion religieuse proscrive telle boisson, le vin par exemple, telle viande, le porc, et voilà le vin et le porc qui perdent, pour totalité ou partie, leur valeur d'échange. De même, ce sont des mouvements de l'opinion, du goût, qui donnent de la valeur à telle étoffe, à telle pierre précieuse plutôt qu'à telle autre, à tel mobilier, à tel style, etc. Sous un autre rapport, l'influence se fait sentir. Le taux des salaires dépend d'un étalon fondamental qui correspond au minimum de ressources nécessaires pour permettre à un homme de vivre. Mais cet étalon est à chaque époque fixé par l'opinion. Ce qui passait hier pour un minimum suffisant ne satisfait plus aux exigences de la conscience morale d'aujourd'hui, simplement parce que nous sommes plus sensibles que par le passé à certains sentiments d'humanité. Donc voilà, il montre comment, moi je vais développer sur la question financière, il montre comment un certain nombre de faits prouvent bien que cet écart qu'on essaye de mettre, ce coin qu'on essaye de mettre entre l'opinion et l'objectivité de la valeur économique ne tient pas. Et d'où son idée donc, de ce rapprochement. Il conclut ainsi: de ce point de vue, les rapports de la science économique et des autres sciences sociales se présentent à nous sous un jour différent. Les unes et les autres traitent de phénomènes qui, considérés au moins par certains côtés, sont homogènes, puisque tous, ils sont à quelques égards choses d'opinion. Alors on conçoit que l'opinion morale, religieuse, esthétique, puisse avoir une influence sur l'opinion économique, au moins autant que celle-ci sur celle-là. Et c'est ce qui ressort des exemples, même déjà cités précédemment. L'économie politique perd ainsi la prépondérance qu'elle s'attribuait pour devenir une science sociale à côté des autres, en étroit rapport de solidarité avec elle, sans qu'elle puisse pourtant prétendre à les régenter. Donc c'est ça le programme que nous avons essayé de développer autour des concepts spinozistes d'affect commun. Alors le point qui est intéressant, c'est la réponse des économistes. Ça semble, quand on lit ça, on se dit, mais ils défoncent des portes ouvertes, ça a l'air... oui, évidemment. Et pas du tout. La réponse des économistes en 1908, mais je crois qu'elle ne serait pas différente aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile peut-être à comprendre pour des gens qui sont de l'extérieur du champ de l'économie, comme le dit le rapporteur qui écrit ce texte, ils sont scandalisés par ce qu'ils viennent d'entendre. Ils ne croient pas du tout à ça. Quelques citations des économistes. L'un d'entre eux dit « L'opinion a une très grande influence sur les conditions de marché qui agissent sur la valeur
mais elle ne détermine pas la valeur, laquelle est déterminée par des lois naturelles rigoureuses. De même, cette idée est constante, loi naturelle rigoureuse, cette idée de l'objectivité. De même encore, l'opinion influe beaucoup sur les conditions du marché, mais c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, complètement indépendante de l'opinion, qui règle le prix de ces choses comme elle détermine toutes les valeurs. Il y en a plein, je vais vite. L'un d'entre eux. L'économie politique occupe le premier plan parmi les sciences sociales. Seule elle repose sur une base indestructible et positive, et ses lois sont immuables, quelles que soient les variations de l'opinion. Donc la réponse des économistes, aujourd'hui ça aurait peut-être un peu changé, mais pas tellement. Dans le fond, ils croient beaucoup à cette idée qu'il y a une objectivité et qu'elle est propre à l'économie, et c'est ça qui fait la force de l'économie. Elle a des lois objectives qui ne sont pas du tout celles de l'opinion, et elle s'y oppose totalement. D'ailleurs, face à ça, Durkheim est très surpris. Il ne pensait pas qu'il avait dit des choses révolutionnaires, et le scandale qu'il semble avoir provoqué l'étonne lui-même, et il essaye de comprendre dans sa réponse pourquoi ça a fait tellement de bruit. Et il donne une raison qui est intéressante, qui tient à cette question de l'opinion, justement, sur laquelle Frédéric a déjà beaucoup travaillé. C'est vrai que l'opinion est un terme un peu flou. Et donc il se dit, c'est peut-être ça qui est en cause. Et il dit, il faut se mettre en garde contre le sens péjoratif qui est souvent donné au mot d'opinion. Il semble presque qu'il soit synonyme de préjugés irréfléchis, de sentiments capricieux. C'est ne voir l'opinion que par un de ses aspects. C'est oublier que l'opinion est aussi la résultante des expériences que les peuples ont faites au cours des siècles, et cela n'est pas sans lui donner quelque autorité. Et avec l'idée qu'a développée Frédéric tout à l'heure d'affect commun, encore, ça renforce l'idée que nous avons là un concept beaucoup plus fort que ce qui peut sembler renvoyer à la versatilité des prises de position des uns et des autres. Donc c'est ça le point de départ de l'analyse. Alors on l'a, comme on l'a déjà dit, on l'a utilisé dans un premier cas que je ne vais pas développer, mais que je cite quand même parce que c'est intéressant, c'est la question de la monnaie. La question de la monnaie est paradoxalement extrêmement importante. Paradoxalement, en fait, la monnaie est un objet que les économistes ont beaucoup de mal à saisir. Paradoxalement, avant que j'ai parlé, parce que maintenant ça semble beaucoup plus clair pour la raison suivante, c'est que ce que comprend bien l'économiste, c'est la relation au bien. C'est la relation avec des objets, parce qu'il y a une utilité qui est donnée dans ces objets, maintenant c'est plus la valeur de travail, c'est l'idée de l'utilité, il y a une utilité qui est donnée dans ces objets, donc la relation à l'objet se comprend dans ce cadre objectiviste que nous essayons de circonscrire aujourd'hui. La question de la relation à la monnaie est beaucoup plus compliquée. On voit bien que dans sa réalité, elle renvoie à une fascination, à une puissance propre qui nécessairement échappe totalement au cadre instrumental de l'économie. Et c'est pourquoi l'économie, dans son fondement, est toujours une économie sans monnaie. C'est ça qui est paradoxal, mais les grands théorèmes, les grandes constructions de la théorie économique moderne sont des économies sans monnaie, c'est-à-dire dans lesquelles les individus ont des rapports qu'aux objets. Parce que le rapport à la monnaie, on voit tout de suite qu'il a une dimension nécessairement collective. Il renvoie à quelque chose qui est collectif, qui est une croyance collective dans la valeur d'un bien, quelque chose qui donc échappe déjà à ce cadre étroit de cette notion de valeur. Mais l'autre chose que je voudrais analyser maintenant, donc, c'est sur les questions des croyances financières. Alors, on peut dire plusieurs choses sur les croyances financières. D'abord, je pense que l'époque qu'on a vécue est assez intéressante parce qu'elle montre un premier point, qui n'est pas le point central de mon exposé, mais qui doit être ici souligné. C'est à quel point l'économie n'est pas simplement, et même peut-être pas majoritairement, un discours dont l'intérêt social serait d'expliquer des phénomènes. Je crois que la grande puissance, ce à quoi sert l'économie fondamentalement, c'est qu'elle sert à créer un monde. On peut dire que le marché, par exemple, de concurrence pure et parfaite qu'a conçu d'une certaine manière Walras, il en a été le propagandiste, parce que, ayant montré que cette structure avait certaines propriétés, était très efficace, etc., en fait, à partir de là, on a créé ce même type de marché. Et donc, il y a un côté, je crois qu'il faut, que peut-être sur lequel vous êtes déjà conscient, mais que l'économie, c'est pas tant
une science qui réfléchit comme d'autres sciences, l'histoire, sur ce qui s'est fait et pourquoi ça s'est fait, et qui donne des cadres d'intelligibilité, certes elle fait ça aussi, mais sa grande vertu et son grande utilité sociale, c'est qu'elle transforme le monde. Donc l'économie est fondamentalement, de ce point de vue-là, on pourrait dire une idéologie, sans forcément lui mettre un attribut péjoratif, c'est une idéologie, elle essaye de construire un monde, c'est l'idéologie au fond de l'individualisme, d'un monde où les acteurs ont beaucoup de liberté, ils peuvent uniquement intervenir avec des objets, etc. Et donc c'est ce monde-là que l'économie sert à construire. Donc ce côté, comme on dit, performatif. C'est très visible dans la crise que nous avons vécue. Car le système financier, il faut en être bien conscient, qui a été créé et qui est entré en crise, c'est le système financier tel qu'il était pensé par les manuels de la théorie économique. Le système financier, ce système financier qu'on dit dérégulé, avec des marchés financiers énormes, qui atteint maintenant aussi le crédit, c'était quelque chose qui n'existait pas au départ. Et d'une certaine manière, c'est une création aussi des économistes. Il y a la théorie économique spécifique, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'efficience financière, c'est-à-dire une conception qui dit les marchés financiers sont très efficients, il en faut beaucoup, il faut qu'ils soient le plus libres possible. Cette théorie a été tout à fait au fondement de la création du système financier que nous avons connu, que nous connaissons, au moins celui qui est arrivé à son apogée juste avant la crise en 2007. Et ça, c'est important à comprendre, c'est ce rôle performatif de l'économie. J'en ai une preuve indirecte assez intéressante dans une déclaration de Bernanke, qui est le président de la Réserve fédérale américaine, donc c'est-à-dire le président de la Banque centrale américaine, qui intervient, c'est intéressant, en fin août 2007, c'est-à-dire après le début, il a déjà vu le début de la crise, et il dit la chose suivante: le marché hypothécaire, c'est-à-dire celui sur lequel est venue la crise, hein, le marché des crédits immobiliers, est devenu très proche du marché financier sans friction décrit par les manuels, avec très peu de barrières institutionnelles ou régulatoires qui feraient obstacle à son fonctionnement efficient. Donc en fait là, c'est assez intéressant comme remarque, parce que la crise commence, c'est vrai qu'elle est encore pas très extrême à ce moment-là, même pas du tout, mais quand même il reconnaît que ce qui est en crise, c'est quelque chose qui est donc d'une part qui a été mise en avant par les manuels de l'économie. Ça correspond à la vision qu'a un économiste d'un système efficient. Pourquoi? Parce qu'il donne beaucoup de place aux mécanismes de marché, donc aux mécanismes de marché financier. Donc on voit ici, et d'ailleurs Bernanke lui-même, et d'une certaine manière, atteste de ce lien entre théorie et pratique, puisque Bernanke est lui-même un académique qui est en même temps un praticien, puisqu'il est président de la Réserve fédérale. Donc on voit bien en lui-même comment ce lien très étroit entre la théorie économique et la pratique financière est tout à fait important et a joué un grand rôle dans les évolutions qu'on a connues. Ce qui veut dire d'ailleurs d'une certaine manière que si on pense qu'il y a des défauts et qu'il faut changer un certain nombre de choses, ça doit se passer aussi par le débat théorique sur ces questions d'efficience, essayer de montrer que ce n'est pas vrai, etc., qu'il y a des choses, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un côté absolument, quelque chose qui est absolument important dans la mise en avant théorique des contradictions de la finance. Donc ici, je crois, et l'autre point, donc premier point, c'est ça, c'est Bernanke lui-même reconnaît que le système financier, c'est celui des manuels, et c'est vrai parce qu'il a été créé comme ça, il a été créé objectivement à travers cette perspective qui était de mettre en avant ce système financier dont on avait montré dans les modèles théoriques qu'il était bon. Il y a un autre exemple qui est tout à fait frappant, c'est que l'ensemble un très grand nombre de titres et d'actifs qui sont, on ne va pas rentrer dans la cuisine, mais un très grand nombre de titres et d'actifs qui ont été assez fondamentaux dans le déroulement de la crise, ce sont des titres et des actifs très nouveaux. À vrai dire, souvent ils existent et ils ont une histoire, mais leur développement réel datait de quelques années. En quelques années, on a vu des titres et des actifs qui n'existaient pas avant atteindre des montants faramineux et gigantesques. Ça, c'est assez étonnant. Comment effectivement, il y a des acteurs qui gagnaient de l'argent avec ça. Il faut évidemment considérer que le fait qu'on fait des profits sur ces titres a été un aiguillon et ô combien puissant pour les développer. Mais ça aurait été insuffisant, à mon sens, en eux-mêmes, s'ils n'avaient pas en même temps la légitimation de la théorie.
qui disait les marchés financiers sont bons, on a des modèles théoriques, de telle manière qu'un grand nombre d'acteurs ont pu faire confiance à des titres dont on ne savait pas, hormis des modèles théoriques, quel serait leur comportement en cas de stress. C'est assez rare, c'est d'ailleurs assez, je veux dire, on ne peut pas manquer d'être fasciné par ça, de voir à quel point cette finance hypertrophiée a pu se développer sur la base de conceptions purement théoriques, à quel point il fallait une croyance dans la théorie pour croire que les choses allaient se passer comme il était. Donc ça, c'est ce premier point, je dirais, du caractère, du rôle des croyances financières, c'est-à-dire comment la finance théorique a créé la finance réelle. Et je crois que c'est ce lien entre l'appât du gain et la légitimation par le discours théorique qui a rendu l'euphorie et la finance aussi puissantes. C'est cet alliage des deux qui fait qu'elle s'est transformée de manière absolument massive. Pensez que ce n'est pas si évident, il y a plein d'autres domaines de la réalité, c'est rare de voir de telles transformations, de telle ampleur en si peu de temps. Et ça m'a fait penser à une citation de Karl Polanyi à propos du Karl Polanyi, à propos qui est un penseur de la crise des années 30, et qui a fait toute une histoire du capitalisme, en particulier de la révolution industrielle, de cette gigantesque transformation. Ça y fait penser, à la fois d'ailleurs à travers les propos de Marx. Et il disait à propos de ça, de cette transformation du capitalisme industriel qui a changé la figure du monde, il disait « Le mécanisme que le mobile du gain mit en branle ne peut se comparer pour ses effets qu'à la plus violente des explosions de ferveur religieuse qu'ait connue l'histoire. » C'est vrai qu'il y a quelque chose de semblable entre cette croyance collective qui déplace des montagnes et les croyances religieuses, qui nous ramènent évidemment à notre point de départ. Donc il y a quelque chose en effet dans cette capacité d'avoir transformé les gens, les mentalités, les projets, d'avoir cru en un certain nombre de choses qui est tout à fait important. Mais le deuxième point, c'est que la croyance financière, on pourrait dire que dans le cadre que je viens d'analyser, c'est simplement le cadre normal des sciences sociales, où on reconnaît que les croyances ont de l'importance quand on a affaire à des mouvements sociaux. En matière de finance, c'est encore plus compliqué parce que la croyance est interne à la finance, précisément à cause de la question de la valorisation. Donc, la croyance qu'on appelle néoclassique, c'est le terme qu'on donne à la théorie contemporaine, on dit que c'est la théorie néoclassique, avant il y avait les classiques, maintenant il y a néoclassique. Donc la théorie néoclassique, celle qui croit en l'efficience des marchés financiers, comment elle a procédé? Elle a procédé par l'extension du modèle de marché objectif au modèle de la finance. Et donc, elle a mis en avant l'idée qu'il y avait des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs fondamentales, et qu'elles étaient objectives. C'est-à-dire, à tout titre, il y a une valeur, on peut déterminer une valeur, et d'un seul coup, le mécanisme de prix devient assez simple, c'est que le prix doit s'identifier à la valeur préexistante. Donc c'est un modèle très simple intellectuellement à comprendre. Le problème, c'est que quand on regarde ça de près, c'est que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la valeur d'un actif? La valeur, prenons la valeur d'un crédit ou prenons la valeur d'une action, c'est toujours la même chose. N'importe quel actif, c'est la même chose. La valeur d'un actif, c'est toujours lié, d'une manière globale et générale et conceptuelle, à ce qu'elle va vous donner dans le futur, à ses profits futurs. C'est ça un actif. Dans le cas d'une action, c'est des dividendes. Pour un crédit, la question c'est est-ce que l'emprunteur va faire défaut ou pas. Donc c'est toujours, ça renvoie à des événements futurs. Donc, consubstantiellement, un actif financier, c'est une promesse sur le futur. Donc, valoriser un actif financier, c'est estimer les probabilités d'événements futurs. C'est se projeter dans le futur et dire il va se passer telle ou telle chose. Donc, on voit bien qu'il y a une grande difficulté. Et que pour rendre ça objectif, alors pourquoi telle ou telle chose se passerait plutôt que telle autre? Pour résoudre ce problème, la théorie néoclassique, je ne rentre pas dans ces détails techniques, mais a été obligée de faire des hypothèses extrêmes, c'est-à-dire de considérer que le monde était probabiliste et qu'on pouvait savoir aujourd'hui, à l'instant T, quelles étaient les possibilités dans le futur.
Donc il a objectivé en quelque sorte l'avenir, en disant l'avenir on peut l'objectiver, à partir de ça, si on peut l'objectiver, alors on peut donner une valeur objective aujourd'hui au titre. Le problème c'est que évidemment on ne peut pas faire ça car nous ne savons pas, et c'est en cela que nous sommes aussi keynésiens, car ça c'était une idée de Keynes, en fait nous ne savons pas ce que sera le futur, et on peut en avoir des idées très différentes les uns et les autres, et personne ne peut avoir raison l'un contre l'autre. Il y a une incertitude radicale quant à savoir ce que sera le futur. Ne serait-ce que d'ailleurs que parce que ce que nous allons faire va avoir des effets sur le futur. Donc la manière dont nous allons valoriser aujourd'hui aura aussi des effets sur le futur. Donc, premier point de cette question de valeur, on voit bien qu'ici, la notion d'objectivité ne fonctionne plus du tout. Il faut faire des hypothèses héroïques pour arriver à donner un sens à l'objectivité d'une valeur, c'est-à-dire penser qu'on peut probabiliser le monde, on sait que demain il se passera telle ou telle chose. Mais quand vous regardez en arrière, il s'est toujours passé autre chose que ce qu'on avait prévu. Donc cette question, évidemment, c'est une mauvaise méthode. Le deuxième point, qui est encore plus important peut-être, c'est que de toute façon, le marché se moque de cette valeur fondamentale. Un marché financier, c'est un marché sur lequel vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas un meneur des jeux qui est derrière le marché et qui de temps en temps s'arrête et dit « vous, ah oui, vous avez calculé la bonne valeur, bravo, je vous rémunère parce que vous avez calculé la bonne valeur ». Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on fait de l'argent sur un marché? On fait de l'argent quand on anticipe ce que le marché va faire. Qu'il ait eu raison ou qu'il ait tort, ça n'a aucune importance. Si le marché, dans le cas de la bulle Internet, se met à monter et que je vends quand le prix est très haut, et je gagne de l'argent, même si ce prix n'a aucun rapport avec les valeurs fondamentales, s'il y en avait une. Donc le deuxième point, c'est que la notion d'objectivité aussi ne fonctionne pas, parce que sur un marché, on est dans des relations stratégiques entre acteurs, et chaque acteur financier essaye non pas de déterminer quelle est la valeur fondamentale, quelle est la vraie valeur, il essaye surtout de déterminer qu'est-ce que l'opinion du marché va penser que la vraie valeur va être. Et ça donne lieu à des choses qui paraisseraient illogiques, mais qui deviennent tout à fait logiques. La bulle immobilière qu'on a connue, cette bulle fantastique qui a précédé la crise de 2007, là on est dans un cas évidemment très troublant pour l'économiste. Comment se fait-il que ces prix explosent de cette manière-là? L'économiste, qu'est-ce qu'il répond d'habitude à ça? Il dit, normalement, il y a des contre-forces. Les marchés concurrentiels sont des marchés qui s'autorégulent. Quand le prix augmente, le prix des chaises augmente, eh bien la demande de chaises diminue. Parce qu'elles sont trop chères, on préfère s'acheter des tabourets ou des canapés. Et par contre, l'offre de chaises augmente parce que les producteurs de chaises font des profits. Donc, ils ont en tête ce mécanisme-là, qui est le mécanisme concurrentiel. Et ça explique, vous comprenez bien, pourquoi quand le prix augmente, ça crée des contre-forces qui ramènent le prix vers son niveau d'équilibre. Mais pour le marché financier, c'est pas du tout comme ça. Quand le prix augmente, au contraire, il y a beaucoup plus d'acteurs qui ont intérêt à acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que le prix ayant cru, par exemple de l'immobilier, il y a des gens qui ont fait des profits, ceux qui avaient acheté à la période passée. Et donc, d'où l'idée que je vais faire comme eux et je vais acheter, d'autant plus que quand j'achète, ça fait augmenter le prix, donc ça continue à nourrir la bulle. Donc le mécanisme, le point important pour comprendre, je crois, à mon sens, la crise financière, c'est ce mécanisme central qui nous dit que les marchés ne sont pas du tout efficients, parce qu'ils fonctionnent à l'excès. Ils fonctionnent toujours à l'excès, à la hausse comme à la baisse. Et que nous ne sommes pas du tout dans un modèle, dans une vision du monde où il y aurait quoi? Une vraie valeur, et que quand le prix augmente de cette vraie valeur, alors les gens, effectivement, auraient tendance, dans ce cas-là, à acheter, à vendre, pardon, puisque le prix est en... Par exemple, prenons la cas d'aujourd'hui. Le prix est très très bas. Qu'est-ce que nous dit la théorie de l'efficience? Le prix est très bas, tout le monde doit acheter, puisque le prix est bas par rapport aux vraies valeurs. Et normalement, s'ils achetaient, évidemment, ça permettrait de supprimer la crise, puisqu'ils achèteraient et ça augmenterait les prix. Qu'est-ce qu'on constate? Le prix est très très bas, mais personne n'achète. Parce que la question, ce n'est pas celle de la vraie valeur. Les gens, on ne sait pas du tout, c'est comme je l'ai expliqué, d'abord c'est difficile à donner un sens. Ça dépend à ce que vous... Le valeur, c'est ce que disait Fred tout à l'heure, vous prenez un crédit subprime. Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Ça dépend de ce qui se passera demain. S'il y a de la relance et l'immobilier va mieux, peut-être qu'ils pourront rembourser ces emprunteurs. Si ça décroît, ils ne rembourseront pas. Donc il y a une incertitude sur cette chose-là. Et de toute façon, ce qui intéresse pourquoi personne ne vend, c'est parce que tout le monde anticipe que le prix va continuer à baisser. Et ils ont bien raison, parce que quand ils regardent dans le passé ceux qui se sont amusés à acheter avant, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc on voit qu'ici, qu'il y a des mécanismes financiers qui mettent en défaut totalement l'idée qu'il y a une vraie valeur.
la manière dont se forme un marché, c'est une manière un peu complexe, comme j'ai essayé de montrer, ce que j'appelle autoréférentiel, c'est-à-dire que les acteurs essayent toujours d'anticiper ce que les autres vont faire. Et qu'on est dans ce jeu-là, et ce jeu-là est beaucoup plus compliqué qu'un jeu avec une vraie valeur. Donc de temps en temps, il se passe ce qu'on a constaté dans les périodes de hausse ou de baisse, c'est qu'il y a en effet l'adhésion collective à des croyances et à des représentations à un moment donné, ce qui fait que ça structure fortement les marchés. Ça l'a fait à la hausse et en ce moment ça le fait à la baisse. Donc il y a quelque chose comme une espèce d'objectivité qui s'impose aux acteurs. Mais cette objectivité, elle est de la nature de la production collective du groupe. Donc ici, on est tout à fait... la valeur financière, me semble-t-il, est vraiment le bon exemple, enfin un des exemples, mais peut-être le plus illustratif de notre thèse, de montrer, premièrement, que cette idée de substantialisation et d'objectivation de cette valeur n'a pas de sens, on peut pas, ça n'a pas de sens, ça ne rend pas compte des phénomènes réels, mais qu'au contraire, penser ces phénomènes réels en termes de croyances collectives, de représentation, de puissance de la multitude, où chacun essaye de savoir ce que les autres pensent, et ces choses-là s'objectivent et s'extériorisent dans des prix, est beaucoup plus cohérent et permet de penser de manière beaucoup plus satisfaisante les phénomènes de crise qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup.